Quand on achète un mètre, on part du principe qu'il est bon. En tout cas, je me suis jamais vraiment posé la question. Mais ça veut dire quoi, être bon? Être exact? Mais exact par rapport à quoi? Pour faire cette vidéo, je me suis posé une question toute bête. D'où vient le mètre? Comment on le définit? Comment on le crée? Et si quelque part on a créé le mètre, comment on arrive à le relier à des instruments de mesure comme celui-ci? Pour vérifier ça, je suis allé au Laboratoire National de Métrologie et d'Essai, le LNE, à l'occasion des 150 ans de la Convention du mètre. Et c'est là que j'ai découvert un des piliers de notre société moderne, la métrologie. Le système international d'unités est un ensemble de grandeurs physiques. Il est constitué de 7 unités de base, qui sont le kilo, le mètre, la seconde, l'ampère, le candela, la mole et le kelvin. Ces unités de base servant de socle à tout un tas d'unités secondaires, comme par exemple le Tesla, le degré Celsius ou le watt. Le mètre a longtemps été un étalon physique. Il était basé sur la taille de la Terre, mais remesurer la Terre à chaque fois, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Donc on avait fabriqué des barres de platine qu'on avait données à plusieurs pays qui s'en servaient comme référence. Celle-là, par exemple, c'était le mètre français. C'est complètement fou. C'est trop bien d'avoir ça, de voir ça en vrai. Il y a un petit défaut là. Ah non, même c'est pareil au bout, mince. Ouais, parce que... Ah d'accord, il est un peu plus long. Il est un peu plus long et en fait on mesure pas bout à bout en fait. Alors là c'est C'est de pas faire de bêtises avec. ouf. Je prends ce qui a servi de mètre étalon jusqu'en 1960. C'est lourd, c'est super lourd. Oui, j'ai tenu dans mes mains le mètre français. Bon, il sert plus à rien, mais quand même. Oui, ok, ça irait très bien dans le décor, mais sa place est dans un musée. Bon, dépendre d'un machin en métal pour servir de base à toutes les dimensions posait des soucis évidents. On a beau en prendre soin, il se dégrade irrémédiablement dans le temps. Et si quelqu'un, comme par exemple ce bonnet là, venait à lâcher la barre... Et même s'il a été conçu avec les meilleures méthodes de l'époque, l'incertitude d'un étalon physique est largement supérieure à celle des méthodes de mesure modernes. Je viens de parler d'incertitude, il faut que j'explique un minimum les choses parce qu'on va parler que de ça dans cette vidéo. Ce mètre a une incertitude de mesure de plus ou moins 2,1 mm à 10 mètres de distance. Ça veut dire que si je mesure 10 mètres, la dimension réelle sera quelque part dans un intervalle entre 9,9979 mètres et 10,0021 mètres. Ici, ici ou ici, impossible de le savoir. Alors attention, si j'utilise toujours le même mètre, je peux répéter la même mesure avec un intervalle beaucoup plus réduit. En gros, l'épaisseur du trait des graduations. C'est la différence entre l'exactitude, ici le mètre reste inexact par rapport à la vraie mesure, et fidélité, le mètre est fidèle, et si on répète plusieurs fois la même mesure, on tombe toujours à peu près au même endroit. Donc, petite astuce, quand on bricole et qu'on veut faire des trucs ajustés, il vaut mieux utiliser le même mètre, la même référence. Si j'utilise un autre mètre de la même classe, on va parler des classes après, sa mesure sera aussi quelque part dans cet intervalle. Mais il est impossible de savoir qui est le plus exact des deux sans utiliser un instrument de mesure de classe supérieure, qui serait plus exact. Cet instrument, c'est un banc de mesure, qu'on verra en détail un peu plus tard. Il permet d'étalonner les mètres, c'est-à-dire de connaître leur erreur de mesure dans la limite de sa propre incertitude, bien sûr. L'incertitude est une valeur statistique qui me dit à combien je suis du vrai mètre tel que défini dans le système international. Et pour un métrologue, une incertitude de 2,1 mm, c'est un petit peu comme si vous disiez que la tour Eiffel est quelque part entre Londres et Marseille. Bref, pour revenir au mètre étalon, la science a fait son boulot et a fini par relier le mètre à une constante physique, à savoir la vitesse de la lumière. Le mètre, c'est la longueur du trajet parcouru dans le vide par la lumière pendant une durée de 1,299 792 458 de seconde. Ainsi, on ne dépend plus d'un objet, d'un artefact pour établir le mètre, mais de quelque chose qu'on peut retrouver n'importe où. Il suffit de construire une machine pour chronométrer la lumière. Et plus on améliore cette machine, plus on améliore l'exactitude du mètre. Pour le dire autrement, le mètre, comme toutes les unités du système international, est en quelque sorte dématérialisé. C'est une formule basée sur une constante de la physique. Mais à un moment, il faut bien rematérialiser le mètre pour étalonner des appareils de mesure, des règles, des cales ou que sais-je. Et c'est là que ça commence à devenir intéressant. Le LNE est rattaché au ministère de l'Industrie. Il s'occupe de beaucoup de choses, et il participe notamment au système international d'unités et s'occupe des étalons primaires du pays. En France, les dimensions les plus exactes, donc avec les incertitudes les plus faibles, sont établies au LNE de Paris, tout comme les masses les plus exactes, le temps le plus exact, etc. Et ces étalons primaires servent à étalonner des étalons secondaires, qui serviront à leur tour à étalonner d'autres étalons, etc. Mais n'allons pas trop vite. On a vu que la définition du mètre est basée sur la vitesse de la lumière, donc il suffit de chronométrer des photons dans le vide. Pour ça, il nous faut un chronomètre, et il faut qu'il soit le plus exact possible. Donc, il faut qu'il soit raccordé à la seconde, qui est une des unités de base du système international, qu'on nommera SI par la suite pour aller plus vite. On ne parle pas ici du temps universel qui permet d'avoir la date et l'heure,
mais on parle bien de la seconde. C'est une fréquence reçue par satellite. Et normalement, il y aura aussi une vidéo sur la seconde, parce que j'ai filmé les horloges atomiques. C'est juste que c'est extrêmement complexe, donc ça, je ne sais pas quand est-ce que la vidéo sortira. Bref, cette fréquence est utilisée pour synchroniser une horloge atomique. C'est ça, notre chronomètre. Il faut bien sûr une source de lumière, on va utiliser un laser vert ou rouge. On pourrait se dire qu'il suffit de viser un miroir, d'allumer le laser et de chronométrer le temps que la lumière fasse en aller-retour, sauf que la lumière va relativement vite. Relativement, vous l'avez. Impossible de mesurer un aller-retour avec une bonne incertitude. Donc on va faire comme dans toute bonne expérience scientifique, on va ruser. Alors, petite précision, la méthode par interférométrie qu'on va voir ne permet pas de mesurer tout ce qui est nanomatériaux. Donc les transistors des puces électroniques par exemple, les molécules, ce genre de choses. Ça, c'est le domaine de la nanométrologie, et c'est tout un autre sujet. On va le déposer ici et on va pas le déranger. Voilà, très bien ici. La lumière fait partie du spectre électromagnétique, c'est une onde. Quand la lumière parcourt une distance fixe, elle va varier un certain nombre de fois. La distance parcourue pour faire une période, une seule variation est appelée la longueur d'onde. Le domaine de la lumière visible est entre 400 et 790 THz. Soit une longueur d'onde entre 780 et 380 nanomètres à peu près. Si on place cet intervalle sur un axe horizontal, on peut tracer le spectre d'une source lumineuse. Par exemple, ici, c'est une lampe LED blanc froid, voilà, que vous pouvez trouver au magasin de bricolage. Elle émet plus de photons autour de 450 nanomètres, qui correspond au bleu. Pour définir le mètre, on utilise des sources lumineuses monochromatiques. C'est un laser qui émet de la lumière autour d'une longueur d'onde, ou d'une fréquence, c'est pareil, très précise. Par exemple, à 532 nanomètres. Si on zoome sur le graphique, on a en réalité un truc comme ça. Le laser va émettre à une fréquence de 532 nanomètres, à plus ou moins quelque chose. On va revenir là-dessus après. Bon, pour expliquer le fonctionnement d'un interféromètre, le mieux c'est d'en fabriquer un. Bien sûr, celui au LNE est à des années-lumière de celui-ci, en termes de complexité et de précision, mais le concept de base reste le même. Ok, donc ici j'ai ma source, c'est un laser rouge. Le rayon va partir sur cette lame séparatrice à 45 degrés, en fait c'est un miroir semi-réfléchissant. Une partie du rayon va rebondir sur le miroir et aller sur le premier miroir A, le miroir fixe. Le rayon rebondit sur le miroir, passe à travers la lame séparatrice et rentre dans l'objectif pour aller sur un écran de projection. La deuxième partie du rayon passe à travers la lame séparatrice, rebondit sur le miroir B, qui lui est mobile, il peut bouger. Le rayon revient, rebondit sur la lame séparatrice et rentre aussi dans l'objectif pour aller sur l'écran de projection. Évidemment, j'ai fait tout un système de réglage pour pouvoir aligner les miroirs avec des élastiques à cheveux de ma fille et des petites vis derrière. Ça marche assez bien. C'est comme si vous avez deux rayons laser. Un premier rayon laser qui part vers le miroir A, qui est fixe et qui revient, et un deuxième rayon laser qui part vers le miroir B et qui revient au même endroit. Et quand les deux rayons se rejoignent sur la feuille de papier, le mieux c'est quand même de vous montrer. C'est bon, là j'ai allumé la caméra, mais c'est pas évident de réussir à vous montrer. Là je pense que je pourrais pas mieux les avoir. Il faut pas regarder les franges circulaires ici, qui sont dues à la mauvaise qualité de mon interféromètre, mais les franges verticales. Vous voyez les traits verticaux là? Les traits noirs verticaux là, on voit ici. On a deux ondes à la même fréquence, mais décalées entre elles parce qu'il y en a une qui a mis plus de temps à faire le trajet que l'autre. Quand deux ondes se superposent, elles s'additionnent pour donner une seule onde. Si elles sont parfaitement synchronisées, on va avoir ce qu'on appelle une interférence constructive. Donc ici, l'intensité lumineuse sera maximale. Si elle se décale complètement d'une demi-période, alors elle s'annule. C'est une interférence destructive. L'intensité du signal est nulle. C'est pour ça qu'on a des franges sombres. Chaque frange sombre est une interférence destructive, et chaque clair entre les deux est une interférence constructive. La distance entre une frange sombre et une frange claire est d'à peu près 300 nanomètres, donc 300 milliardièmes de mètre. Ça veut dire que la moindre petite vibration, le moindre mouvement, fait bouger les miroirs et ça se voit directement sur la feuille de papier avec les franges sombres qui se mettent à bouger. Donc là, par exemple, je suis en train de parler et vous voyez les franges bouger parce que le son de ma voix fait vibrer les miroirs. Profilé à l'U. Vous voyez, ça marche bien. C'est assez extraordinaire parce que finalement, avec 3 fois rien, on peut fabriquer quelque chose d'extrêmement sensible. D'ailleurs, il y a plein de tutos sur internet pour en fabriquer soi-même. Et bien sûr, je ne suis pas en condition de laboratoire, c'est-à-dire que l'air de la pièce n'est pas uniforme, il y a des variations de température, il y a des vibrations un petit peu de partout. Quand j'ouvre la porte pour faire sortir le chat, je fais varier la température de la pièce. Forcément, tout ça, ça fait bouger mon interféromètre à cause de la dilatation, et ça se voit directement sur les franges. Donc même quand je ne fais rien, on voit les franges bouger.
On parlera des conditions des vrais laboratoires dans la vidéo sur le kilo. Il y a des protocoles très stricts. Par exemple, ils ont pas de chat. Bon, tout ça c'est bien beau, mais le mètre là, comment on le trouve? Pour mesurer une distance, c'est très simple. On va caler notre miroir à un endroit qu'on va considérer comme le point d'origine, le 0, et on va le reculer progressivement en mesurant le nombre de franges. Donc avec mon système ici, si je voulais mesurer 1 mètre, il faudrait que je recule le miroir et que je compte 3,17 millions de franges. Alors non, on va pas faire ça. Bien sûr, pour établir le mètre avec l'incertitude la plus faible possible, les scientifiques du LNE ont construit un interféromètre un peu plus compliqué que mon machin. Au LNE, ils utilisent des lasers verts de 532 nanomètres. Une frange, c'est une demi-longueur d'onde, donc environ 267 nanomètres. 267 milliardièmes de mètre, c'est petit, mais on peut faire beaucoup mieux. Bon, alors déjà, ils n'utilisent pas une feuille de papier pour voir les franges, et il n'y a pas un stagiaire qui passe 2 semaines à les compter à mesure qu'on recule le miroir. On remplace la feuille de papier par un capteur et du traitement de signal. On a vu que le déphasage entre deux ondes fait varier l'intensité lumineuse. Si on mesure cette intensité, on va obtenir toute une nuance entre une frange parfaitement constructive et une parfaitement destructive. C'est comme ça qu'on obtient une mesure beaucoup plus fine. Et normalement, si vous êtes un habitué de la chaîne et que vous avez vu la vidéo sur la céramique, qui est sortie récemment, cette histoire d'interférence, ça doit vous parler. Ce qui nous amène à l'enjeu principal. Plus on connaît la fréquence du laser, la longueur d'onde, plus on mesure avec exactitude le mètre. Or, j'en ai parlé tout à l'heure, la fréquence d'un laser varie toujours un petit peu. Les chercheurs vont donc réduire au maximum la variation de la longueur d'onde pour la centrer le plus possible sur 532 nanomètres. La fréquence du laser est mesurée puis corrigée avec l'horloge atomique qui est synchronisée sur la seconde. Pour faire ça, on utilise ce qu'on appelle un peigne de fréquence basé sur un laser femtoseconde. Ça a été une véritable révolution début des années 2000 pour pouvoir mesurer la fréquence des lasers et comparer des lasers entre eux. On va glisser gentiment sur les explications et laisser ça à côté de la nanométrologie. Voilà, pas à bouger. Pas à bouger, pas à bouger. Le premier étalon du mètre, la mesure la plus exacte qu'on puisse avoir, c'est un laser avec une très faible incertitude sur la fréquence, ce qu'on appelle un étalon de longueur d'onde ou de fréquence. Et les laboratoires nationaux du monde entier comparent leurs lasers entre eux pour savoir où ils en sont les uns par rapport aux autres. Le principe du SI, du système international, c'est d'avoir un référentiel commun. Donc les laboratoires se comparent régulièrement entre eux. Personne n'est dans son coin. J'ai pas eu le temps de filmer ces étalons au LNE de Paris. Mais j'ai un backup. Vous vous souvenez des 7 unités de base au début? Le kilo a besoin de la seconde et du mètre pour être défini. Et j'ai filmé toutes les installations pour faire la vidéo sur le kilo, qui sortira début 2026. Dans le labo qui participe à établir le kilo avec d'autres labos dans le monde, je rentre pas dans les détails, ils ont carrément un interféromètre pour retrouver le mètre directement sur place. Là, on est en condition de laboratoire avec un laser de qualité irréprochable. La moindre fuite, le moindre reflet du rayon qui passe par une arête d'un objet fait apparaître des franges dans tous les sens. Regardez-moi la stabilité, la clarté des zones sombres et claires. Ouais, ça n'a rien à voir avec mon truc fait maison. Bref, à partir d'un étalon de longueur d'onde, on va étalonner d'autres lasers. C'est le premier niveau de dissémination du mètre. C'est difficile de vous donner une incertitude à ce niveau-là, ça va dépendre à quelle distance on mesure. Plus on est loin, plus l'incertitude augmente. À partir de ces lasers, le LNE va aussi étalonner des étalons physiques. Et ces étalons de premier niveau vont servir dans d'autres laboratoires qui vont à leur tour étalonner d'autres étalons. Et le LNE dispose d'un laboratoire de métrologie dimensionnelle à ce niveau pour les industriels. Et ça tombe bien parce que ce laboratoire, il est à Nîmes, juste à côté de chez moi. Donc je suis actuellement au LNE de Nîmes, donc la partie où ils s'occupent de tout ce qui est dimensionnel, donc les mesures de dimension, etc. On va voir comment ça se passe. Et pour ce tournage, je suis un petit peu malade, donc c'est pour ça que ma voix est un peu bizarre. Et on va voir vraiment concrètement comment ça se passe, on va dire, de passer du laboratoire à la mesure concrète dans l'industrie, etc. Juste avant la visite, on va faire un petit rappel sur les unités, l'histoire que tout le monde ait bien le même référentiel et que tout le monde ait en tête de quoi on parle. On a 1 mètre, bien sûr, voilà le mètre magnifique. 1 millimètre, 3 chiffres après la virgule, 1 micromètre, 6 chiffres après la virgule, 1 nanomètre, 9 chiffres après la virgule. 1 nanomètre, c'est donc 1 milliardième de mètre. Donc moi c'est Alexandre Sorjus, je suis ingénieur en métrologie dimensionnelle. On va commencer par le banc d'étalonnage des grandes longueurs. En fait c'est une structure en profilé d'environ 27 mètres de long. Ah d'accord, c'est pour ça que tu me disais qu'on a un profilé de 27 mètres. Oui, c'est ça. Dans un local qui est climatisé à 20 degrés, plus ou moins 1 degré. La plupart des matériaux, si on les chauffe, ils vont avoir tendance à prendre plus d'espace. Par exemple, une cale étalon qui fait 100 mm à 20 degrés, à 25, elle va faire un peu plus. On a cette norme qui fixe la température de référence à 20 degrés.
Tous les instruments sont rentrés dans le banc au moins 24 heures avant de faire l'étalonnage. Ce banc nous sert à l'étalonnage de 2 catégories d'instruments. On va avoir les instruments à traits, les réglés, les mètres à ruban, les rubans gradués. Pour les rubans qui font plus, on peut faire des reports, donc on peut aller jusqu'à plusieurs centaines de mètres s'il faut. Et donc la deuxième catégorie d'instruments, c'est les instruments de mesure de distance. L'exemple le plus courant, ça va être un distance-mètre laser ou un télémètre. Le bricoleur du dimanche vient pas ici pour calibrer son mètre à ruban acheté à Brico Casto, quoi. Beaucoup de bricoleurs font des mesures sans être sûrs qu'elles sont bonnes. Voilà, c'est pour ça que tout est de travers chez moi. Et il y a des chances. Le mètre ou le réglé que vous achetez au bricotruc du coin n'est pas vérifié par le LNE, sinon vous ne paierez pas ça 5 €. Même dans l'industrie, on n'étalonne pas ce genre d'outils, on s'en sert pour dégrossir, on ne les considère pas comme des outils de précision. Ce que fait le LNE ici, c'est de vérifier une série d'échantillons que le fabricant envoie. Par exemple, ils envoient 10 réglés, le LNE renvoie un certificat avec les mesures et les incertitudes. Avec ça, le constructeur peut prouver que son processus de fabrication est bien dans les clous de la norme. Il peut prouver que son mètre est bien de classe 2, par exemple. Alors le principe de la mesure va reposer sur la comparaison interférométrique. On a ici la source laser à diode. Le faisceau lumineux est ensuite divisé en 2 parties au niveau de cette optique ici. C'est illustré par les flèches qu'on voit sur le dessus. Donc il y a une partie qu'on va appeler le faisceau fixe qui est renvoyé à 90 degrés avant de retourner dans le détecteur de la source laser. Et la partie mobile, donc la partie qui passe à travers le diviseur, qui va jusqu'au réflecteur qui est fixé sur un chariot mobile et qui réfléchit le faisceau vers le détecteur de la source laser. Ah d'accord, donc le laser part du petit trou en haut et revient en bas. C'est ça. C'est exactement le même principe que mon interféromètre maison, c'est juste que les rayons reviennent en dessous du laser au lieu de partir sur un écran. On a l'instrument final utilisé par le client, qui est étalonné par rapport à notre référence à nous, qui elle-même est étalonnée, donc pour celle-là au LNE de Paris, par rapport à un autre interféromètre laser plus précis. En fait, les raccordements se font par rapport à des lasers, il n'y a pas un laser de référence. Oui, d'accord. C'est les lasers les plus précis génèrent les valeurs de référence par rapport à cette définition. Et donc par exemple, là, vous le calibrez tous les combien? C'est tous les 2 ans. Donc là, on voit ici qu'il a été étalonné très récemment, en 2025. Il y a l'étalonnage à la fois de la mesure de distance et aussi des sondes de conditions ambiantes. Le laser peut être altéré par la température de l'air ou l'humidité. Pour avoir la plus faible incertitude possible, on applique des corrections en fonction de la température, de la pression et de l'humidité. Sur le chariot mobile, on a une caméra. On voit que ça défile à l'écran, là. Par exemple ici, ça va être le bord du réglé. On vient se positionner sur le point de départ. Je dis à mon laser que c'est mon point 0. Donc là, on a fait le 0 au bord du réglé. On voit bien là sur l'écran la caméra qui est pile poil. On va se placer sur les points suivants. Un point à 10 cm. Je me suis placé sur mon trait à 10 cm. Le réglé me dit que je suis censé être à 10, donc 100 mm. Je vois que là, l'interféromètre me dit que je suis à 100,004. Le réglé est très bon, c'est-à-dire qu'il n'y a que 4 microns d'écart entre la valeur annoncée et la valeur de référence. S'il y a des dixièmes de millimètre d'erreur, ça reste très classique. Les mètres, les réglés et même les cales qu'on va voir plus tard sont hiérarchisés par classe. Chaque classe correspond à une EMT, une erreur maximale tolérée. Par exemple, un mètre à ruban de classe 2 a une EMT de plus ou moins 2,1 mm à 10 mètres de distance. Bien sûr, les classes ne sont pas les mêmes pour les cales, où les EMT sont beaucoup plus fines. Je m'appelle Lionel Renaudot, je suis métrologue. Cette machine automatique a été inventée par quelqu'un qui travaillait au LNE dans les années 80. Le principe, c'est un automate, un carrousel, avec des chablons. On a des logements pour installer des cales de 0,5 mm à 100 mm. On peut aller de 1 cale à 122 cales. Les cales ressemblent à ça. Ce sont des blocs rectangulaires en acier, céramique ou carbure. Chaque cale est étalonnée à une certaine épaisseur. Le but est là aussi de vérifier si elles correspondent à la bonne classe. Celles qui ont la plus faible incertitude sont de classe 00 ou de classe K. Ce sont ces cales qui sont étalonnées à Paris par interférométrie. Pour se faire une idée, un jeu de cales de classe K, c'est autour des 10 000 €. On a ensuite la classe 0, 1, 2, chaque niveau perd en incertitude. On utilise ces cales pour faire des comparaisons ou étalonner d'autres appareils de mesure. On peut même les empiler entre elles. Dans l'industrie, les cales sont soigneusement manipulées et entretenues. Elles sont toujours dans leur petit coffret en bois, bien rangées comme il faut, on les manipule avec soin. Pas à cause de leur prix, mais parce qu'elles servent de référence. Et sans référence fiable, ce qu'on fabrique est bon pour la poubelle. En fait, ce sont des sortes de bijoux techniques. Je vais lancer ma propre ligne de bijoux. Ça serait des pendentifs avec une cale de classe 0 en céramique. Je vais appeler ça précision de bidouille. Je t'aime avec une très faible incertitude. Alors comment ça fonctionne? On voit les cales là qui sont rentrées dans des emplacements. Donc le chablon est poussé juste à ce niveau-là.
La cale qui va être mesurée là actuellement, c'est la cale qui a été étalonnée au LNE Paris. Nous, on reçoit un certificat avec un écart au centre. Ces valeurs, on va les rentrer dans notre logiciel. Le capteur va se mettre en position sur la cale de référence et lorsqu'on sera à plus ou moins 2 microns, elle peut commencer ses mesures. Donc elle va faire son 0 sur la cale de référence et ensuite elle va venir mesurer la cale de l'industriel, un point au centre et un point à chaque extrémité. Donc là, il est en train de faire la cale de l'industriel. Voilà. Le point R1, c'est le point de notre cale de référence. Donc là, on voit que ça s'allume en rouge. Il y a un défaut de répétabilité. Dès que l'on dépasse une certaine valeur entre la première mesure et la dernière mesure, elle va annuler et recommencer son cycle de mesure. Là, en fait, s'il y a eu une erreur, c'est peut-être parce qu'on était trop près de la machine. C'est très sensible aux variations de température. Ou alors peut-être qu'il y avait une poussière sur la cale. Cette machine automatique est très intéressante parce qu'on peut la lancer pendant la nuit lorsqu'il n'y a personne dans le labo. Ça permet d'avoir des mesures beaucoup plus précises. Et oui, si on tourne de nuit, il y a moins de vibrations, il y a moins de perturbations de température. Exactement, du coup, il y a moins de défauts de répétabilité et moins de cales à reprendre éventuellement. On a des cales très fines, ça mesure la hauteur. Plus on monte, plus elles commencent à s'élever, entre guillemets. Puis au bout, là, on a des cales qui sont quand même beaucoup plus grandes. Il y a des emplacements de libre parce que là, je suis en train d'étalonner actuellement une boîte de 47 cales. Les mètres, les cales, c'est assez classique, mais on peut étalonner des choses beaucoup plus originales. Je suis Romain Ginet, ingénieur d'essai, une partie du temps. L'autre partie du temps, je suis ingénieur études projet. Le fonctionnement de ce banc de mesure est similaire au banc de grande longueur. Un laser interféromètre étalonné à Paris est placé à l'extrémité. L'objet à étalonner est tenu sur un chariot capable de bouger avec une très grande précision. Alors là, ce qui est installé, c'est une barre de mise à l'échelle, ce qu'on appelle. C'est une barre qui permet de mettre à l'échelle, d'où le nom, des scanners 3D, des laser trackers par exemple. Le principe de ce genre de barre est de servir de référence dans l'espace pour scanner des gros volumes. On la pose sur ou à côté de l'élément qu'on veut scanner, comme je sais pas moi, une aile d'avion ou une carrosserie de voiture, et le scanner mesure la distance entre les cibles, distance qui est connue grâce à un étalonnage sur ce genre de banc. Le logiciel du scanner va utiliser ces points comme référence pour corriger l'échelle du scan et s'approcher le plus possible de la taille réelle du vrai monde véritable de la vraie vie. Ce genre de barre est en fibre de carbone, matériau qui a la particularité d'avoir un coefficient de dilatation très faible. Ce qui est pratique, parce que si on mesure des gros trucs, on n'est pas forcément dans un environnement contrôlé en température. Par contre, ça coûte un bras. Mais de toute façon, tout coûte un bras en métrologie. C'est la règle. Sur cette machine-là, on a du coup la référence. On a un chariot, une crémaillère tout le long, avec un frein. Le chariot sur toute la longueur. Pour les barres de mise à l'échelle, on va contrôler soit avec un microscope, soit avec une caméra. Donc on va se positionner sur une des cibles. Alors sur ce banc-là, sur cette manip-là, on est à une dizaine de microns d'incertitude, sachant que là, celle-là, elle est assez courte, mais on peut faire des barres sur ce banc-là jusqu'à 2 mètres. Et puis après, sur le banc de grande longueur, on peut aller encore plus loin. Une fois que le laser est aligné avec le déplacement du chariot, je vais positionner mon équipement. Donc j'ai deux tables ici. Et puis il faut que j'aligne mon équipement aussi avec le déplacement du chariot et donc du laser. Donc pour ce faire, on se sert du microscope, on vient viser les bords des cibles qu'on va mesurer, et puis on a des petites manivelles ici pour... Donc cette manivelle va générer un angle dans ce sens, et puis cette manivelle-là va générer un angle dans ce sens-là. Une fois qu'on a fait ça, on fait une première mesure avec le microscope, c'est un peu de référence parce qu'on connaît bien la méthode, etc. Et puis après on va passer à la caméra. On voit le résultat de la caméra. L'image obtenue par la caméra est passée dans un algorithme de détection par contraste. La limite entre le blanc et le noir permet de détecter automatiquement un cercle correspondant à la cible. Il la prend comme référence, donc il la met comme position 0,0. Donc une fois qu'on a fait le 0, on se déplace, on va aller de l'autre côté. Et là par contre, on va pas faire le 0 avec la caméra, mais avec le chariot. Donc là j'ai la grande vitesse, la grosse manivelle. Et puis là, j'ai des déplacements fins. On a mis le frein du chariot et puis on va se positionner sur le 0 en X. Donc là, je fais des tours de manivelle le plus proche possible de 0. Donc une fois que j'ai fait ça, je peux mesurer ma distance laser. C'est marqué bon. Parce que ça, c'est la qualité du faisceau. La mesure n'est pas en mètres, c'est en millimètres. Et on est 4 zéros après les virgules. Donc là, j'ai repris un 0 avec ma caméra. J'ai fait mon 0 laser. Je génère mon déplacement. Je m'approche. Enfin, le réglage fin. Et ça, c'est la valeur réelle de la distance entre cibles. On va la prendre 3 fois, on va la connaître du coup à l'incertitude près, qui est de l'ordre de 10 microns.
Il y a assez de temps sur les manips. Alors sur celle-là, ça va à peu près. Le temps de mesure, il est rapide. C'est plutôt l'alignement qui est long. On voit qu'il continue de bouger quand même. Hein. Oui, alors ça c'est dû soit au mouvement résiduel du chariot, mais sinon les variations elles sont aussi dues à l'air. Si je fais un courant d'air devant, je vais le voir certainement sur la mesure. Alors qu'est-ce qu'on fait? On sort de la pièce pour faire la mesure, on attend. Normalement on met une plaque en plexiglas. C'est vraiment juste d'être à côté. Alors moi qui en plus rayonne beaucoup, ça dépend des personnes, mais moi je sais que je chauffe très vite les choses, pas de chance. L'acier a un coefficient de dilatation pas négligeable, c'est de l'ordre de 11 microns par mètre par degré. Donc sur une cale de 1 mètre, si elle prend 1 degré, elle va gagner 11 microns. Que 11 microns sur une cale, c'est énorme. Là, ce qu'il y a sur la table, c'est quoi? Ça, c'est des bagues. C'est des bagues, on vient mesurer en fait l'intérieur. Donc c'est le diamètre qui compte. Et puis sur celle-là, je sais pas, mais on a des bagues où c'est des références de circularité. Et ces bagues-là, voilà, on les met sur ce banc-là. Ah, on voit les crochets pour pouvoir mesurer l'intérieur. Voilà. On vient poser la bague et en fait, ça vient tirer. Et donc sur ce banc, on peut faire soit des mesures avec un laser, soit on a une règle optique qui est sur le chariot avec une caméra, puis on vient mesurer des passages de traits. C'est une règle en verre. Voilà, gravé. Donc qui est pareil, un étalon qui a été fait à Paris. La règle en verre ressemble à ça. C'est un bloc de verre avec des graduations, comme une règle classique. La différence, c'est que ces graduations sont très fines, quasi invisibles à l'œil nu. C'est pour ça qu'on se sert d'une caméra avec un grossissement très fort pour pouvoir viser les traits. Et donc ça, c'est un laser, on l'a gardé pour certaines prestations. On est quand même meilleur avec un laser qu'avec la règle. On a aussi une partie sur les angles. Ça, c'est un premier banc qui permet d'étalonner les niveaux. On a un plateau, on connaît la distance entre les deux capteurs, ça c'est 2 capteurs. On mesure une différence d'élévation. Donc le plateau lui-même s'incline, c'est ça? J'ai une vis micrométrique ici. Ces équipements-là, donc là on voit l'unité, c'est des millimètres par mètre. On a 48 microns par mètre. Ça représente du coup une élévation de 48 microns au bout d'un mètre. Ça fait environ 0,0027 degrés. Je savais même pas qu'on pouvait mesurer des angles aussi faibles avec juste un truc qu'on peut poser comme ça. Alors le niveau en lui-même, c'est quoi? C'est le truc rouge là? C'est le truc rouge, Ouais, ok. plus ça se mêle. Donc là on est à 986 microns par mètre. Et lui, il mesure nous indique 983. 980. Oh, il est pas bien précis, hein. Franchement. Pour quelle est une étagère là? Donc ça c'est pour les petits angles, donc on est proche du zéro. Hein. Après on a un plateau diviseur, et donc là on est au 3600e de degré. Ah, pour un télescope, ça doit être pas mal. Je génère un angle que je connais parce qu'on a étalonné le plateau, et je viens comparer à l'angle donné par le capteur en lui-même. Donc là, on a l'angle 11 degrés à 59. Voilà, moi j'ai généré 12 degrés, et là j'ai du coup 14 secondes d'erreur. C'est un petit inclinomètre qu'on fait tous les 5 degrés, sur du coup plus ou moins 30 degrés pour ces équipements-là. Et donc là, ces inclinomètres-là sont utilisés sur des hélicoptères par exemple, pour mesurer des oscillations. Plutôt de l'aéronautique, quoi. Donc. Principalement. Ouais, ok. Après, on a des équipements plus classiques, hein, les pieds à coulisses, des micromètres. On fait vraiment un peu de tout. On peut faire des choses plus complexes. Une mesure peut être définie sur un axe, ça fait une longueur entre le 0 et un point, mais on peut placer ce point en 2 dimensions, sur l'axe X, Y. Et on peut placer d'autres points comme ça, par exemple pour faire le tour d'une pièce. Et il s'avère qu'il existe une machine spécialisée dans la mesure des circularités. Je suis Philippe Robillard, je suis technicien du laboratoire de métrologie. Alors les étalons circulaires tels que des bagues et aussi des cylindres, là j'en ai pas. Mais avec cette machine-là, on va pouvoir mesurer le défaut de la forme pour savoir si on est bien circulaire ou pas. Et donc en fait, on va s'en servir pour étalonner ce genre de choses. C'est ça. Donc ça, ce sont nos bagues étalons. Donc on va mesurer sur les bancs les diamètres. Par contre, pour s'assurer qu'on ait le même diamètre sur toute la surface, on va mesurer la circularité de ce cercle. On peut étalonner aussi des sphères. C'est des sphères qu'on va retrouver sur les MMT qui permettent de calibrer le système de mesure de la machine. Une MMT est une machine capable de mesurer en 3 dimensions. On va voir ça après. On va faire une petite manip. Donc là, on fait une approche automatique. Je fais un centrage automatique. Là, la machine va commencer à tourner. D'accord, ok. On a beaucoup de points, bien sûr. Et là, on a donc notre excentration de 0,7 microns par rapport à l'axe de la broche. Nous, notre spécification, c'est d'avoir une excentration en dessous du micron. Je peux lancer une circularité, donc elle va refaire un tour. Donc là, il s'est corrigé, c'est ça en fait? Il a corrigé l'excentration. D'accord. Et donc là, il mesure réellement le... Là, il va mesurer, enregistrer toutes les valeurs. En fait, le résultat de la circularité, elle est là, c'est 58 nanos. Oui, parce que là, on a l'impression que c'est n'importe quoi, mais en fait, l'échelle est toute petite. Du coup, on voit les variations, mais vraiment...
Cet étalon, c'est un étalon qui me sert pour faire des mesures à l'extérieur. C'est pas un étalon de référence pour calibrer la machine. L'étalon, c'est celui-là. Bah, ça, c'est... C'est son petit frère, il lui ressemble. Voilà, donc c'est la même chose, hein. Alors cet étalon-là, par contre, il est étalonné à Paris. Donc ça, c'est un étalon de transfert. C'est un étalon de transfert, exact. Là, on a une incertitude de plus, je crois que ça doit être 0,12 microns sur la connaissance de la circularité de cette sphère-là. Et cette sphère-là, on va avoir donc une incertitude sur la connaissance de cette circularité, 0,28 microns. On perd un peu, quoi. Ah bah on perd, oui. On perd beaucoup. Donc là, c'est la cascade, hein, on passe de lui à lui. Et bien sûr, on peut passer dans la troisième dimension, placer des points référencés en X, Y et Z. Et là, on peut faire des nuages de points, mesurant en 3D, enfin bref, les possibilités sont infinies. Et pour ça, on utilise une machine à mesurer tridimensionnelle, ou MMT. Je m'appelle Christelle et je suis spécialisée plutôt dans les mesures tridimensionnelles. Je travaille sur ces 3 machines qui sont des machines à 3 axes. Par exemple, la pièce que j'ai installée, on nous a demandé de vérifier le diamètre du cylindre. Alors ça, c'est mon palpeur. Avec le palpeur, on vient toucher la pièce à différents endroits. La machine récupère les coordonnées de chaque point qui ont été touchés. Il a reconstruit le cylindre à partir des points que j'ai mesurés. Du coup, on calcule un diamètre moyen de la pièce. Celui-là, je l'ai fait en 900 points. Plus on en met, plus la pièce sera mieux définie, mieux contrôlée. Enfin, Donc je suppose aussi que c'est pareil, les pièces, il faut les rentrer avant pour qu'elles se mettent en température. on les laisse aussi stabiliser une fois en place, comme là. Elles ont été installées hier. J'installe des sondes aussi pour vérifier les températures, voir. Ah, il y a des sondes de température, les fils qu'on voit là, d'accord, ok. On est à 20 degrés plus ou moins 0,5, mais il y a un petit écart, et avec cet écart, la machine recalcule la vraie dimension à 20 degrés. Là, je vois qu'il y a une autre pièce un peu plus complexe, là. C'est une pièce de recherche plutôt. J'ai pour mission de venir mesurer un nuage de points sur la surface qui a une forme un peu spéciale. Pour la 3D, ça ressemble à quoi un étalon de transfert, du coup? Ça s'appelle une cale à gradins. C'est une grande barre avec une multitude de petits gradins, des petits cylindres espacés de 20 mm. C'est comme une règle, mais c'est physique. On vient toucher des petites surfaces. Enfin, on mesure les distances entre les gradins. Je m'appelle Louis, ça fait 15 ans que je suis au LNE en tant que technicien. Je suis un spécialiste de la machine à mesurer tridimensionnelle. Bon, après ça, c'est notre sphère de référence, c'est-à-dire qu'avant d'utiliser notre sphère pour pouvoir faire de la mesure, on situe la sphère avec ce palpeur de référence. C'est du rubis synthétique. Et une fois qu'on l'a mesuré, qu'on a déterminé le diamètre de la sphère, eh bien là, je vais utiliser mon palpeur de travail et ça permet de situer aussi le volume, le positionnement de la machine. On est parti de la définition du mètre par interférométrie jusqu'aux machines de mesure tridimensionnelles, en passant par les réglés, les calés talents ou même les niveaux. J'ai pas tout mis, mais je pense qu'on est pas mal. La métrologie repose sur une chaîne de raccordement basée sur des étalons de transfert. J'ai pu les filmer à chaque fois. Sauf pour les MMT, parce que l'étalon était à Paris pour se faire étalonner, justement. Et même à ce niveau-là, les laboratoires s'échangent aussi des étalons pour se comparer entre eux. Ça forme un réseau de transfert et d'intercomparaison de mesures internationales qui sert de base à toute notre société moderne, hein, littéralement. Le labo de Nîmes étalonne pour tout type de clients à l'international. Du moment qu'il y a la certification qui va bien, une entreprise espagnole ou américaine peut tout à fait faire étalonner ses pièces dans un labo français. C'est pas parce que ça vient du LNE de Paris que c'est réservé qu'à la France, quoi. Mais le mètre n'est pas la seule unité qu'on a besoin de disséminer dans notre société. On se reverra en 2026 pour parler du kilo, et vous allez voir, c'est du lourd. Et oui, je fais des blagues. Et allez, salut, amis bidouilleurs et bidouilleuses. Merci au LNE de m'avoir ouvert les portes des laboratoires. Merci à Christelle, Louis, Philippe, Romain, Lionel, Alexandre et Mathieu pour les explications. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires et on se revoit début de l'année. En cette fin d'année, il y a beaucoup de vidéos qui sortent d'un coup. Voilà, donc vous êtes gâtés, c'est un petit peu les fêtes de Noël, quoi. Voilà, faut en profiter. Bon, voilà, je suis généreux, j'arrose. Bon, en fait, c'est surtout qu'il y a eu du retard dans certaines vidéos et il y a plein de projets qui devaient se terminer impérativement avant fin 2025. Donc voilà, il y a tout qui sort d'un coup. Et moi, je vais me prendre un bon repos là en début d'année parce que j'en peux plus. Je suis mort.